Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et moi, la gitane. Ah, de retour pour un épisode avec des guests. C'est bien, c'est souvent nos épisodes de l'été en plus, parce que je crois me souvenir que le dernier qu'on a fait comme ça, c'était pour Indiana Jones. Non, parce qu'il y avait la mer aussi. Oui, mais oui, avec des guests. Oui. Donc c'est bien ce que je disais. Oui. Donc tu me coupes à mauvais escient. Absolument. Absolument. Donc c'était il y a un an. C'est vrai, hein, Ouais. quand même. Hein. Le temps passe vite. C'est un moment spécial, quoi. C'est un moment spécial. On se retrouve en vacances. C'est le moment où on a envie de faire des podcasts et d'inviter nos guests. Et il y a le soleil en plus. Et il y a le soleil en plus. Bon, Le soleil pour ceux de Paris. c'est ça. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Sans un bruit, jour 1, qui est donc la deuxième séquelle du film Sans un bruit, qu'avait fait... Pourquoi deuxième séquelle? La première séquelle, c'est Sans un bruit 2. Une séquelle, c'est... Ah, mais oui, c'est vrai, pour moi ça allait Une suite. jusqu'au 3. Mais oui, pardon. Oui. C'est ça. Et Sans un bruit, jour 1, raconte donc, parce que les deux précédents se passent après on n'avait jamais vu en fait comment les aliens étaient arrivés comment ces créatures étranges avaient débarqué sur Terre. Et donc ce film raconte le jour 1, celui où arrivent les créatures sur Terre. On est d'accord ? On est d'accord. Du coup, je vais quand même faire le pitch du IMDb, parce que là, j'ai fait ça avant de... Ok. Donc, le pitch IMDb. Suivez une femme qui vit les premières minutes terrifiantes d'une invasion extraterrestre dans la ville la plus bruyante du monde, New York. C'est à peu près ça. Ça va. Ça va ? Très bien. Mon fils, qu'as-tu pensé de Sans un bruit, jour 1 ? Alors moi, si vous avez écouté les anciens podcasts, j'attendais énormément ce film. Et je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue, j'ai beaucoup aimé ce film. Je le développerai après. Très bien. La gitane, qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vrai que j'ai un vague souvenir du premier film. Et je me rappelle même plus si j'ai regardé le deuxième. Mais j'ai bien aimé les chemins qu'il a pris pour le développement de celui-ci. Très bien. Et moi, je suis celui qui suis le moins emballé. J'ai trouvé ça correct, mais il y a un parti pris que je développerai par la suite que j'ai pas acheté moi. Et du coup, j'ai trouvé le film, comment dire, un peu vain. Voilà, une sorte de truc un peu vain. Mais ça reste un film sympa. Je trouve que par contre, il est bien réalisé. Il est très très bien réalisé. Je trouve que les décors sont chouettes, l'utilisation de la photo, l'utilisation de New York est Ça, on bien. verra après. On verra après. Juste pour préciser, on a été dans une salle IMAX. Ah oui, c'est vrai que pour celui-là, du coup, on l'a vu en IMAX, on était hyper bien placés. Ouais. On était pile au milieu de la salle, parfaitement bien centré. C'était une belle expérience. Très belle expérience. Très belle expérience. On était- On se sentait vraiment dedans. Ouais. On était seuls dans la Et salle. en plus, on Ouais. devait être à peine 10 dans la salle. C'est clair. C'était assez dingue. Hein. Dans une salle immense. Dans une salle immense, on avait l'impression que c'était notre salon. C'est ça. Ouais, en mode théâtre. En mode théâtre. On est parti, on rentre dans le vif du sujet ? Absolument. Alors, sur le scénar, du coup, je développe un peu. On va suivre un nouveau personnage qui est le personnage de Samira, interprété par Lupita Nyong'o, qui est une chouette actrice, qui joue le rôle d'une femme qui est atteinte d'un cancer. On comprend que c'est un cancer incurable et que grosso modo en fait elle va mourir. Et la première scène du film s'ouvre en fait sur une séance de comment ça s'appelle, tu sais, où Thérapie. Échange, ouais. une thérapie de groupe dans laquelle on comprend que c'est des personnes qui vont mourir, Terminale, oui. qui sont en phase terminale. Et elle exprime tout son mal-être, toute sa souffrance à travers d'un texte. Scène très drôle d'ailleurs. Scène à la fois touchante, drôle. J'ai adoré cette scène. J'ai trouvé que C'est triste à la même fois. elle est Ouais. à la fois triste, à la fois drôle Et touchant, ouais. et touchante. Ça installe super bien le personnage. C'est une très belle entrée en matière. Voilà. Et donc ensuite,
ils partent pour voir une pièce de théâtre dans New York. Et suite à cela, des sortes de météores tombent du ciel dans New York. Et on comprend vite que ce sont les fameuses créatures de Sans un bruit qui débarquent. Et là, le film va se transformer assez vite dans une sorte de film de survie dans lequel le personnage de Lupita, qui n'a plus rien à perdre, ce qu'elle veut, c'est finalement manger une part de pizza. Alors, t'as eu un vrai problème là-dessus. Oui. Mais pour les auditeurs qui nous écoutent, ça paraît ridicule. Mais ce que tu dis là n'est pas vrai. Alors vas-y, développe. Allez-y, développez et nuancez. Ouais, carrément. En fait, ce qu'elle veut, c'est, on comprend plus tard dans le film, qu'en fait, elle veut manger une part de pizza parce que son père est mort et qu'il était musicien, en fait. Et quand elle était jeune, quand son père l'invitait à le voir jouer, en fait, après, ils allaient manger une pizza. Et en fait, on comprend que c'est les meilleurs moments de sa vie, où elle avait la plus grande joie de vivre. C'est tout à fait vrai. Et après que son père est mort, l'histoire, c'est qu'elle découvre qu'elle a un cancer incurable et qu'elle va mourir. Donc elle n'a plus aucune joie de vivre. Et la dernière chose qu'elle veut faire avant de mourir, c'est avoir cette dernière joie de manger cette pizza pour se remémorer son père. C'est ça l'histoire. C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est vrai. C'est pas juste manger une pizza. Je suis complètement d'accord avec les fils. C'est vrai qu'il ne faut pas minimiser le fait que c'est une femme en phase terminale, en phase mourante qui n'a rien à perdre, qui cherche à profiter du dernier plaisir de la vie. Et ce dernier plaisir, c'est cette pizza-là, que justement, elle se motive pour aller au théâtre, pour cette pizza quand même. Et c'est ça qui la motive à ressortir de son effondrement émotionnel, disons. Alors, Donc, attends. Et donc là, il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui n'a rien à perdre, qui se dit je vais mourir peut-être demain et je vais profiter de mes derniers moments en me rappelant des bons moments que j'ai passés avec mon père à Harlem, parce que justement c'est à Harlem qu'il veut manger cette pizza. Alors, je suis complètement d'accord avec vous et je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant. Je trouve que c'est un parti pris qui est risqué en plus dans un film d'horreur dans lequel tu construis en fait l'empathie que tu as pour les personnages dans le fait qu'ils doivent survivre, et là tu prends justement un personnage dont tu sais qu'il va mourir. Ce personnage va mourir quoi qu'il arrive. Et finalement sa quête n'est qu'une quête de la dernière chose que je veux faire avant de mourir. Je trouve ça super. Je trouve que c'est un parti pris qui est vraiment chouette. En revanche, je trouve que faire tenir tout le film sur cette simple quête. Et tu veux qu'il le fasse tenir sur quoi d'autre? Tu veux une deuxième ligne rouge? J'en sais rien. Je peux pas faire ça. Je ne sais pas, mais ça moi rend le film trop compliqué. Il y a deux quêtes, parce qu'il n'y a pas qu'elle comme personnage. Il y a d'autres personnages aussi qui essayent de survivre. Il y a un qui l'aide à suivre son rêve, disons, sur une dernière... Non, vas-y, continue. Qui l'aide à réaliser ses derniers rêves. Et cette autre personne qui l'aide aussi en parallèle à pouvoir s'échapper de la situation. Donc tu as deux histoires quand même qui se mêlent, qui s'aident, quoi. Oui, mais au final, ce personnage-là n'existe qu'à travers en fait, le fait de l'aider elle. Il n'existe pas par lui-même dans l'histoire. Oui, et la survie. Oui, et la survie, mais en fait, t'as quand même un film qui est bâti pendant 1h30 sur suivre ces deux personnages à travers New York sur cette quête d'aller chercher cette pizza. Mais imagine que la pizza c'est un MacGuffin. Imagine que c'est un médicament pour elle, pour qu'elle puisse survivre. Ça n'est pas la pizza qui me pose problème. C'est pas la pizza qui me pose problème. C'est même pas. Je trouve que la symbolique est belle. Je trouve que la question qui est posée sur la question du deuil, bref, tout ça, et c'est plutôt malin et c'est plutôt bien fait. Je trouve juste que moi, ça m'a rapidement... j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'une histoire plus riche
Je trouve que ça manque de chair. Voilà. Je suis moins rentré dans l'histoire que vous. Après, je comprends que ça vous a beaucoup plu et je ne dis pas que c'est un mauvais film. Je dis juste que, pour moi, l'histoire est trop mince. Que moi, de mon côté, j'ai bien trouvé le schéma qu'a pris le réalisateur ou l'écriteur de cet film, parce que c'est pas un film d'horreur ou science-fiction pur et dur. On sent bien le côté drame et IMDb le décrit très bien, hein, science-fiction, horreur, drame. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que ce personnage avec Lupita, il est très bien dans ce côté drame. Et le réalisateur s'appelle Michael Sarnowski. On y reviendra après. On passe au réal ? Au casting. Tu veux rien rajouter, toi, sur l'histoire ? Non. Parce que toi, c'est une franchise que tu adores. Ah, moi, c'est franchement une franchise que j'adore. Moi, le 1, c'est l'un de mes films préférés. Enfin, je trouve qu'il a une réalisation extraordinaire. L'histoire est géniale. Le design des monstres est pour moi encore mieux que celui de l'Alien. Alors là, je suis pas du tout d'accord, mais... Moi, je le préfère. Non, même si je préfère le film Alien. Mais pour moi, le design de ces monstres est meilleur que celui de l'Alien. Et donc c'est franchement une franchise que j'adore. Même si j'avais un tout petit peu moins aimé le 2, mais c'est franchement très bon aussi. Et j'avais fait la remarque aussi qu'après le film, parce que je me souvenais plus beaucoup du film, et en re-regardant la bande-annonce, en fait, t'as une énorme connexion avec le 2 et celui-là, que je remettrai après avec le casting. Ouais, moi j'avais pas beaucoup de souvenirs du 2. Je sais que je l'ai vu au cinéma, je l'ai jamais revu derrière, et un peu comme La Gitane, je n'avais aucun souvenir. Du coup, j'ai pas du tout grillé la connexion que toi tu nous as expliqué ensuite. Ouais, que je vais expliquer après en faisant le casting. Au casting, on a Joseph Quinn qui joue Eric. Donc le deuxième personnage principal, qui est le coéquipier de Lupita Nyong'o qui joue Samira. Bon, comment vous avez trouvé Lupita ? Commençons par Lupita parce que c'est vraiment le personnage principal. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Mais j'ai aimé tous les personnages qu'elle a fait dans les différents films faits auparavant. Ouais. On l'avait vu dans Us. Toi, tu l'as pas vu. Antebellum aussi, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Ouais, Antebellum. Le 6, il l'a pas vu, Us. Ça vaudrait le coup que je pense qu'on peut le voir. C'est un film très particulier. C'est une actrice qui a quelque chose de très puissant. Elle. Tout à fait, elle dégage quelque chose de très dégage fort. un truc très fort. Et une forme de tristesse en elle, toujours. Très... Tristesse, je ne sais pas. Je pense que c'est ces personnages qui font ça. Parce que d'habitude, si tu les vois hors les films, je pense que c'est une femme qui dégage beaucoup de lumière. C'est vrai, tu trouves ? Oui. En tout cas, quand tu la vois hors les films qui les sont attitrés. Peut-être. Je ne l'ai jamais vue en dehors des films, du coup, je ne me rends pas compte. Ok. Joseph Quinn, comment vous l'avez trouvé ? Bien. Le personnage d'Eric ? Bien. Oh, bien sans plus. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal de voir pourquoi il s'accrochait autant à elle. Moi, je trouve qu'il y a un truc assez artificiel dans ce personnage. Voilà. Mais c'est son sidekick, mais on ne sait jamais vraiment pourquoi. Hein. Ouais. Il est juste là parce qu'il est vraiment gentil, quoi. Oui, on peut dire éventuellement qu'il ne veut pas être tout seul. Bon, ouais. si tu veux. C'est un peu mince. J'en reviens, moi, je trouve que c'est un peu mince. On a Alex Wolff qui joue Ruben. On a... Je vois pas qui c'est. Je vois plus déjà plus qui c'est. Est-ce que c'est pas l'infirmier ? Ah si, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'infirmier. Ok. Et ensuite on a Jimon Unsnu qui joue Henry. Et c'est lui la connexion avec le 2. Et c'est lui la connexion avec le 2 parce qu'en fait lui en fait la dernière scène c'est que Eric il part sur le bateau où Henry était là
Et Henry, en fait, ça va être l'un des grands personnages du 2. Du 2. Parce qu'en fait, le bateau de là où ils sont, en fait, c'est un bateau qui va aller sur une île. Et cette île, en fait, ils vont créer tout un environnement où c'est Henry, du coup, en fait, qui le crée, cet environnement, et qui est le chef du clan, en fait, de toutes ces personnes qui étaient sur le bateau. Ok, très bien. Et moi, j'ai trouvé très bon. Je trouve très bon dans le 2. C'est un super acteur, lui. Très bon dans ce... C'est vrai que c'est un super acteur, mais on ne le voit pas trop dans ce film. Beaucoup, où il a peut-être 4 phrases dans tous les films. Oui, là on le voit 5 minutes. Oui. Donc là, on le voit au début, à la fin, et c'est tout. Mais il est très bon, c'est un très bon acteur. C'est un bon acteur, mais il n'a pas un grand rôle dans ce film. Tout à fait. Et à part ça, il n'y a rien. Et il n'y a rien d'autre. Et moi, on en revient à ça. Hein. C'est vraiment un film qui ne tient que sur qui est-ce que tu vas le personnage de Samira et le personnage d'Eric. C'est dommage que le chat il n'est pas présent dans les castings parce que je trouve que le chat il était très bien. Ah, il faut faire une petite aparté sur le chat. Le chat, franchement... Le chat, en fait, du coup, le personnage de Samira, Lupita, elle a un chat d'aide, en fait, d'aide mentale. Et ce chat... Soutien psychologique. Soutien psychologique, merci. Il est génial. Déjà, son pelage est magnifique. Et il est super bien dressé. Bon, là, on a un clin d'œil évident au chat d'Alien et à la relation entre Sigourney Weaver et le chat. Mais c'est pas la même relation. C'est pas du tout la même relation. Elle est réécrite, etc. Mais t'as quand même, pour moi, un clin d'œil évident. Oui, il y a forcément un clin d'œil. Mais c'est pas du tout la même relation. Et donc le chat se comporte un peu comme un chien, quoi. Un chien qui fait pas de bruit, donc c'est pratique. C'est bon. J'ai été un peu déçue sur le fait qu'il miaule jamais. Oui. En fait, il miaule jamais et que du coup, les monstres, ils viennent pas. Bah, c'est ça qui est pratique, oui. Oui, tout à fait. Mais très bon chat. Très bien. Je vous propose qu'on passe à la réalisation de Michael Sarnowski. Donc, les 2 premiers films étaient réalisés par l'acteur John Krasinski, qui jouait à la fois le rôle du père dans le premier et le réalisateur. Et c'est aussi à la ville le mari d'Emily Blunt, qui jouait la mère. Donc là, c'était vraiment une sorte de film familial. Ouais. Il réalisait, John Krasinski, le 2e aussi. Et c'est l'acteur, je pense que beaucoup de monde le connaissent comme l'acteur de la série The Office. Donc voilà, il est marié depuis 2010 à Emily Blunt et ils ont 2 enfants. Donc il y avait vraiment un côté méta dans le premier, dans lequel ils recréaient un peu leur famille dans un mode un peu post-apo. Et donc pour ce 3e film, il a passé la main à Michael Sarnowski, dont moi je n'ai vu qu'un film, qui est le film Pig, avec Nicolas Cage, mais j'ai rien vu d'autre de lui, et je pense que vous non plus. Je suis même sûr. Est-ce que toi, la gitane, tu as vu Pig? Non, pas du tout. Ou c'est l'histoire Par Babe. C'est pas le même. C'est l'histoire d'un ermite qui vit dans la forêt, interprété par Nicolas Cage, qui vit avec un cochon truffier. Et un jour, on vient lui voler son cochon ou le tuer. Je ne sais plus si on le tue ou on le vole. Je crois qu'on le vole. Et c'est une sorte de faux revenge movie dans lequel Nicolas Cage part en ville pour récupérer son cochon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est un concept, en tout cas. C'est un concept. C'est un film qui est très bien noté. Moi, j'avoue que j'ai pas bien compris ce que les gens ont adoré dans ce film. Mais tu l'as vu? Oui. Oui, je l'ai vu. J'ai trouvé ça assez chiant. Même si j'adore Nicolas Cage. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réalisation, du coup, de notre cher Michael Sarnowski? Oh, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très très bon. Ok. Tu veux développer? Je développerai après. Ok. Bah, moi aussi, j'ai trouvé très bien. C'était très poétique. Il a monté très belles photos. Oui. C'est vrai qu'il y a des gros plans dans lesquels ça te fait penser un peu à Xavier Dolan. Oui. Parce que tu as des gros plans sur les acteurs.
Ça me faisait plus fait penser à un film, la façon dans laquelle il était fait, plus un film de drame qu'un film d'horreur ou science-fiction. Oui, je suis et même les couleurs utilisées. Je suis d'accord avec toi. Les jeux d'ombre. Ouais, il y a un truc dans cette réal qui est très... Déjà, je trouve que tu as deux partis pris de réal. Tu en as un qui est... En effet, on est très près des personnages. Et comme une forme de caméra à l'épaule constante. Et du coup, on a un sentiment presque documentaire dans la manière dont ça se déroule. Et après, tu as le parti pris de montrer un New York qui est beaucoup plus le New York de... Il est vrai. En fait, c'est surtout pas le New York de Manhattan. C'est-à-dire qu'on est surtout dans le New York pas du Bronx, mais d'Harlem. Oui, Harlem, les quartiers chinois aussi. Ouais. Mais donc les quartiers satellites de Manhattan, pas du tout concentrés en fait sur les gratte-ciel, mais beaucoup plus concentrés sur une partie historique de la ville, les souterrains. Donc toute une partie de New York qu'on voit très peu en fait. Et j'ai trouvé que ça c'était très réussi pour le coup. Oui, vraiment. Les décors sont géniaux. Ouais, les décors sont très bien. Oui, parce que justement dans les films, on peut considérer que c'est un peu un film apocalyptique. Dans les films apocalyptiques, ils vont te donner toujours les côtés building, rascacciel. Que là, c'est vrai qu'on va dans les petits villages, les petits coins de New York. En fait, tu as un côté très intimiste. Et c'est le parti pris de ce scénario très intimiste sur ces deux personnages est aussi pris dans le côté de la réalisation dans lequel on n'est jamais au niveau de la ville globale. On reste tout près de ces deux personnages-là et du chat. Et dans leur... Et je trouve que c'est un parti pris qui, moi, je trouve que ça fonctionne très bien, pour le coup. Ouais, tu veux développer? Non. Tu avais dit que tu allais développer après. Non, mais je trouve que là, il y a des très bons jeux de lumière. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils prennent pas forcément que les gratte-ciel. Ils vont plus dans New York. Et voilà. Ok, très bien. Du coup, est-ce qu'on veut rajouter quelque chose sur Sans un bruit? Quel âge? Moi, je mettrais 11 ans. C'est interdit au moins de 12. Je trouve que ça fait partie de ces films interdits au moins de 12 qui restent assez soft pour le coup. Moi, j'y déconseillé au moins de 12. Déconseillé au moins de 12. Ah bon? Moi, je ne me rends pas très compte. À part les aliens peut-être qui font un peu peur. Il est en tension qui est là pendant tous les films. Et il y a le côté aussi maladie qu'il faut gérer. Mais sinon, il a trouvé ok pour. C'est pas un film. C'est pas un film d'horreur qui est très hardcore pour le coup. Non, mais c'est pour ça que moi je l'ai déconseillé. Ouais. Ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Sans un bruit, jour 1? Absolument. Absolument. Ok. Est-ce que tu veux lui donner une note? Je mets 16 sur 20. 16 sur 20. Donc un bon film. Absolument. Un film que tu attendais beaucoup. Absolument. Bon. Tu veux développer? Non. Non. La Gitane, est-ce qu'elle conseille Sans un bruit, jour 1? Moi, je conseille, c'est pas non plus un film wow qui va être marqué pour toute la vie, mais je pense que c'est un très bon moment. Ça change des films conventionnels science-fiction horreur. Et de mon côté, je donne 7,5 sur 10. Ok, très bien. Et moi, je le conseille aussi, même si je suis moins emballé que vous. Je trouve que ça reste un bon film. Mais pour moi, je lui mettrais 6,5 sur 10. Voilà. J'ai trouvé ça bien, mais je m'attendais à mieux. Okay. Bon. Le père, il est un peu dur. Hein. Le père, il est un peu dur, ouais, je sais pas. Il y a un truc qui m'a manqué sur ce film. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non. Non. Est-ce qu'on donne le menu? Non. Non. Jamais. C'est-à-dire, c'est quoi le menu? Le menu, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme podcast. Ah, ok. Tu sais ce qu'on oublie? On oublie de rappeler aux gens que c'est important de nous soutenir. Ah oui, non. De mettre des likes, des petites étoiles. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. De parler de nous. Et la gitane, elle peut vous lire les tarots la prochaine fois. Ah, bien. Ah. Bon, super. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine.